Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois d'octobre 2021. Bon, alors voilà, vous avez vu la dernière fois, j'ai découpé mon bilan en 3 parties pour 30 livres. Cette fois-ci, il y a 25 livres, mais je vais le faire en une seule fois. Pour une raison très simple, ou même plusieurs raisons en fait, c'est que c'est beaucoup de travail. Je pensais que ça en serait moins, mais je suis plus bavarde, donc il y a plus de choses à écouter, à regarder si j'ai pas trop mal fait. Et la deuxième, la plus importante, qui a le plus impacté, c'est que on déménage dans 10 jours, qu'il va falloir commencer à faire des cartons. Et pour moi, c'est plus simple, vu que j'aurai... Enfin voilà, on va manquer de temps pour plein de choses, que je serai toute seule la plupart du temps pour faire des cartons. Donc ça veut dire aussi impacter les livres. Donc ceci est la dernière vidéo avec ce fond. Si ça se trouve, les prochaines, ça sera aussi un fond pareil, mais ça sera plus la même maison. Donc voilà. Donc je devais essayer de ne faire pas trop long sur chaque livre, d'aller à l'essentiel. Et bah c'est parti parce que sinon ça va encore durer des années. Si vous avez suivi les différentes parties du bilan lecture de septembre, vous avez vu que fin septembre, du coup, j'ai lu le tome 10 de Perfect World de Rie Aoga et j'ai donc enchaîné le lendemain, dans la nuit même il me semble, mais c'est déjà le 1er octobre, avec les tomes 11 et 12 pour finir cette super série que j'ai vraiment appréciée qui parle du handicap et du handicap en couple, tout seul, en famille. Et voilà, c'est la construction d'une famille avec un des personnages qui est paraplégique et cette histoire m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé la conclusion sur comment vivre et comment en fait vivre sa parentalité aussi, parce que c'est pas seulement vivre en couple, comment vivre de manière handicapée dans la société si vous voulez, comment vivre voilà tout ça, c'est réussir à devenir parent, par quels moyens et comment grandir avec cet enfant, comment prendre son congé parental, tout ça. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup de questions qui ont été soulevées dans ces 3 derniers tomes et surtout dans ces 2 derniers. Et j'ai beaucoup apprécié la sensibilité dont il a été fait preuve dedans. C'est vraiment, les dessins sont toujours aussi magnifiques et vraiment cette histoire gardera une place de choix dans mon cœur parce qu'elle est vraiment très touchante et très réaliste, très bien documentée. Et on n'est pas dans l'histoire bisounours, on est vraiment dans une histoire qui veut toucher les gens et parler du handicap de manière vraie. Donc je vous conseille toute la série parce que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment pas un coup de cœur pour moi, mais c'est vraiment une très chouette découverte. Après ça, j'ai lu How You Found Me de Aëla Liper aux éditions HQN, donc c'est Harlequin, il me semble bien. Alors, je suis Aëla Liper depuis un long moment, j'ai lu quasiment tous ses livres chez Rebelle Éditions, j'aimais bien ce qu'elle faisait et je me suis dit voilà, je vais découvrir une autre histoire un peu publiée chez un autre éditeur, ça peut être intéressant. Je dois avouer que si j'ai aimé quelque part retrouver Aëla Liper dans ses écrits, j'ai été déçue de cette histoire parce que je n'ai pas compris l'intrigue en fait. Je voulais vraiment, enfin c'était peut-être pas ce que j'avais envie de lire. Moi je voulais une petite romance contemporaine bien sympa, comique et tout. Et en fait je me suis retrouvée avec une romance qui certes se passe dans un milieu qui m'a vraiment fascinée, qui m'a vraiment intriguée, c'est-à-dire le cinéma, parce que voilà, Aëla Liper a très bien renseigné son truc sur le fait de figurer, de faire des figurations dans des livres. Mais en fait, voilà, en fait, la romance, la vraie romance, n'arrive que très tard, mais vraiment très tard, genre peut-être dans les 10 derniers pourcents du livre, et tout le reste, en fait, c'est pas un semblant de romance, mais ce sont des détours, et si vous me connaissez un petit peu, vous savez qu'au bout d'un moment, les détours, ils m'énervent un peu, et j'ai trouvé que la tonalité, au final, de ce livre, s'il n'y avait pas eu ce petit retour romance sur la fin, c'était quand même très triste. Donc voilà, j'ai juste moyen adhéré, et j'ai eu l'impression qu'on tournait un petit peu en rond, et j'ai aussi eu un petit peu l'impression que cette héroïne ressemblait aussi aux autres que j'avais déjà croisées d'Aëla Liper. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup j'ai l'impression que ça devient répétitif. Mais c'était sûrement parce qu'effectivement c'était pas ce que la tonalité d'histoire que je voulais lire. À part ça, effectivement, encore une fois, le côté cinéma est très bien renseigné. Et c'est une histoire qui reste somme toute assez réaliste et qui parle un peu des relations actuelles, comment ça se passe maintenant. Même si du coup, voilà, j'ai trouvé la tonalité un peu tristounette et j'étais un peu déçue. Voilà, c'est dommage parce que j'aime vraiment beaucoup cette auteure et que j'aime vraiment ce qu'elle fait. Donc voilà, c'est juste que cette fois-ci, ça l'a pas fait. Encore une lecture en numérique ensuite puisqu'il s'agit de Laurent Martin Enquête numéro 2. Donc Philippe de Julie Wildwater en auto-édition. J'avais lu le tome 1 sur... attendez. Tommy. Le tome 1 que j'avais beaucoup apprécié. En fait, voilà, on a un psy qui a un peu des dons, pas surnaturels. Voilà, il a un peu une sensibilité
accrue, hein, il sait pas trop d'où ça vient. Et il va aider notamment un de ses patients, Tommy, à retrouver du coup, à comprendre son passé. Et ça va le mener sur une piste totalement folle. Il va un peu déborder de son cadre. Et là, on le retrouve effectivement avec un autre patient, Philippe, qui se plaint effectivement de vivre dans une maison hantée, qui lui file des cauchemars sanglants et ça l'épouvante franchement. Et en fait, voilà, il débarque chez Laurent et Laurent va essayer de l'aider à comprendre cette histoire-là. Il va enquêter aussi un petit peu, sortir de son cadre. Et encore une fois, je suis tombée, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire que j'ai trouvée à la fois très douce, ce qui est assez bizarre parce que cette histoire effectivement parle de sujets un peu sanglants, mais il y a une douceur, il y a quelque chose de très serein qui se dégage de cette série que j'aime énormément. Laurent Martin est un personnage que j'apprécie de suivre et qui a des habitudes assez particulières puisqu'il est vegan et puis du coup on voit les petits plats qui se concoctent et comment il vit ça avec sa chérie, avec sa maman, sa sœur. Et je trouve ce petit côté, ça fait à la fois un peu cocoon, vous savez, son petit quotidien. Et en même temps, voilà, on suit son histoire, enfin, l'histoire avec Philippe et on se demande vraiment ce qui va se passer. Et quand on découvre ce que c'est, vraiment, moi j'étais encore une fois soufflée. J'ai beaucoup apprécié ce que l'auteur a fait par rapport à ça. Et j'ai très envie de lire les autres tomes qui se préparent, j'espère. Mais voilà, pour moi, c'est un mélange de psychologie, d'enquête policière. J'aime pas les enquêtes policières d'habitude, mais là, ça marche super bien. Et encore une fois, voilà, que cette petite tonalité cocoon qui fait que c'est super sympa. Et en plus, voilà, je découvre le Québec parce que je ne le connais pas. Et j'ai l'impression de voyager. Donc c'est vraiment une série que je vous conseille largement. Ensuite, j'ai lu Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain dans la collection Piment chez France Loisirs. Alors, j'ai lu cette romance, voilà, je me suis dit ça va faire du bien, une romance de Noël, voilà, c'est la période, ça va, voilà. Alors effectivement, je l'ai lu, je l'ai bien appréciée, mais je ne l'ai pas appréciée pour la romance en elle-même. Je m'explique, en fait, je m'attendais vraiment à une romance classique, si vous voulez, voilà, avec que ça soit centré vraiment romance, mais en fait, ce roman a ceci de spécial qu'il n'est pas centré spécifiquement sur la romance. Et plus ça va, plus j'ai l'impression qu'en fait, que les romans, même romances en fait de Sophie Jomain, sont la romance est pas accessoire, mais elle est secondaire. C'est une romance, mais elle est secondaire par rapport aux thématiques qu'elle veut aborder. Et en fait, on a une héroïne qui voilà, travaille dans un grand magasin. Elle est décoratrice, elle va faire la décoration pour Noël. Et en fait, le nouveau directeur, qui est le fils de l'ancien, puisque l'ancien est décédé, il va arriver, il va dire non, 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 ça c'est trop vintage, c'est trop rétro, il faut qu'on change des trucs, il faut qu'on fasse repartir la machine, et il va lui dire de tout changer. Donc clairement, ça va pas bien se passer entre les deux. Mais en fait, voilà, ce qui est intéressant, effectivement, la romance va se nouer entre ces deux-là. Mais plus que ça, on suit une héroïne qui a adopté sa nièce et qui l'élève. Et du coup, en fait, c'est ce lien-là en fait, qui est le plus mis en avant dans cette histoire, plus que la romance en elle-même. Du coup, encore une fois, voilà, c'était pas forcément l'attente que j'avais. Moi, j'avais vraiment une soif de comédie romantique. Même si au final j'ai trouvé cette histoire vraiment très chouette et la relation entre l'héroïne et sa nièce est vraiment très belle, même si effectivement les thématiques qui sont développées autour de la sœur de l'héroïne, de la vraie mère de la petite, peuvent plomber un peu l'ambiance, mais au final ça reste une très jolie histoire de Noël que j'ai apprécié de lire. Et même si je ne l'ai pas gardé, c'est tout simplement parce que j'ai essayé de faire un maximum de tri dans la bibliothèque avant qu'on parte, donc voilà, je l'ai enlevé et je me suis dit qu'il ferait plaisir à quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est certainement parce que ce n'était pas tout à fait, encore une fois, la tonalité que j'espérais. Mais c'est une histoire qui est très très intéressante et qui parle d'un joli sujet, en plus d'une romance qui est assez sympa. Même si effectivement, encore une fois, voilà, le côté réaliste pour moi, voilà. Le problème des romances de Noël, c'est que j'ai à la fois envie d'en lire et que je me dis, c'est sur une période de temps très courte. Et parfois j'ai un petit peu du mal à me dire qu'on peut se mettre en couple aussi vite, ou voilà. C'est un autre sujet, je vais m'arrêter là, mais tout ça pour dire que c'est une très chouette lecture et que je vous la conseille aussi. Retour à une lecture numérique, je me suis plongée dans Les Aventurières du bout du monde, tome 2, Tremblement de cœur, Chantal au Népal, de Sophie Rouzier. Je suis désolée, c'est un titre très très long, mais voilà. Donc si vous vous souvenez, dans un précédent book haul, j'avais dit qu'en fait, que voilà, Sophie Rouzier était venue me dire que peut-être que mes livres pouvaient m'intéresser, que ses livres pouvaient m'intéresser. Donc j'ai décidé d'en emprunter un sur l'abonnement Kindle, tout simplement celui-ci parce que c'est Chantal au Népal, parce que c'est le prénom de ma maman, tout simplement. Donc voilà, ça m'a intriguée. Chantal, c'est pas un nom commun, surtout pour notre génération. Donc voilà, ça m'a intriguée. Et malheureusement, Sophie Rouzier le sait, ça ne l'a pas fait. J'ai trouvé le récit très lourd. Au niveau du caractère de l'héroïne, j'ai juste pas accroché avec Chantal. J'ai trouvé qu'elle était trop
défaitiste dès le départ, pessimiste, et j'ai eu vraiment beaucoup de mal parce que son changement d'attitude et son changement de narration, il est très très long à venir. Et en plus de ça, si vous voulez, je suis très sensible maintenant à la narration en elle-même. Vous m'avez peut-être déjà entendu dire que les paragraphes trop longs, ça me saoule. Et en fait, cette narration-là a été faite de phrases très très courtes. Et du coup, ça donnait un style très haché qui m'est devenu très pesant par la suite. Donc, on a une héroïne qui, de fait, voilà, est déjà défaitiste, donc ça pèse. Et ensuite, on a une narration qui est hachée, donc ça pèse aussi. Et au final, voilà, les dialogues avaient pas de peps non plus, manquaient du peps dont j'aurais voulu. Donc voilà, au-delà de ça, c'était un livre qui était intéressant. J'ai aimé découvrir le Népal au travers de cette histoire. J'ai aimé découvrir des petites techniques de survie, puisqu'en fait, voilà, on a une romance qui se met en place un peu difficilement à mon goût et un peu bizarrement, mais pourquoi pas. Et qui aboutit en fait sur un périple encore plus fou que celui au Népal. Et j'ai apprécié du coup de voir... c'est vraiment dans la dernière partie du livre que j'ai apprécié de voir l'évolution de Chantal et toutes les techniques de survie qui étaient mises en place, tout le ramdam quelque part qui était développé par rapport à cette romance. Ça c'était chouette, mais effectivement disons que ça a été long, ça a été lent, et ça m'a... Voilà, c'est pour ça que moi je ressors juste avec une impression de pesanteur. J'avais juste envie de terminer ce livre et c'est très dommage parce que j'aurais tellement voulu l'apprécier parce que j'aime bien découvrir des petits auteurs. Mais peut-être que je me laisserai tenter par un autre livre de cet auteur un petit peu plus tard. Ensuite, j'ai lu Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille, donc ça c'est l'édition France Loisirs. C'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée. Je savais pas trop quoi en penser, enfin je m'étais dit bon c'est un gros succès, c'est qui tout double avec moi, c'est soit ça marche pas du tout. Et en fait effectivement, encore une fois, Marie Vareille voilà, a su créer une histoire qui m'a emportée. J'ai été très touchée par l'histoire de Léa et d'Anthony. Léa est un personnage qui m'a vraiment pas mal remuée en fait, parce que sa relation avec son père est extrêmement touchante et ce qui lui arrive est bouleversant. Et je crois que d'une certaine manière j'aurais réagi comme elle. Son côté têtu, son côté je veux le faire quand même, je veux aller jusqu'au bout, je veux croire en mon rêve, malgré tous les obstacles qui se présentent, il m'a énormément touchée. Sa relation avec Anthony m'a touchée aussi parce qu'elle était toute, je dirais, ouais, il y a quelque chose de simple, quelque chose de fragile, je sais pas, de beau en fait dans cette relation, qui n'est pourtant pas si évidente que ça. Mais bon, voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre qui, je pense, nous rejoint un petit peu tous dans nos sensibilités. Et j'ai aimé découvrir le monde du basket au travers de Léa et d'Anthony. C'est un monde que je connais pas beaucoup, un petit peu grâce à certaines personnes de mon entourage qui apprécient et qui regardent un peu les tournois, qui connaissent les joueurs, tout ça. Mais du coup, ça m'a fait plaisir quelque part de m'incruster d'une autre manière dans cet univers-là que je ne fais que très peu côtoyer. Et encore une fois, voilà, j'ai trouvé, enfin, le syndrome du spaghetti en lui-même, je l'ai trouvé très, très intéressant, je ne le connaissais pas. Du coup, voilà, j'ai appris quelque chose et j'ai trouvé ça très très intéressant. Et encore une fois, ce que j'ai le plus apprécié, c'est le côté psychologique des personnages, la psychologie de Léa qui se développe et ce côté famille qui a autour d'elle. Enfin voilà, elle m'a vraiment beaucoup touchée par le revirement que prend son existence. Ça m'a percuté en plein cœur. Et si j'ai pas pleuré, parce que voilà, je pleure très rarement dans un livre, ça m'a quand même énormément touchée et je peux que vous le conseiller parce que c'est un roman qu'on peut à la fois lire en tant qu'ado et s'identifier, je pense, à ce qu'elle vit en tant qu'ado, qu'on peut lire en tant qu'adulte et se laisser rejoindre par ce qui lui arrive et qui peut nous arriver à tous les âges en fait. Et voilà, c'est juste extrêmement touchant et ça questionne effectivement sur comment on ferait si on était dans ce genre de situation, comment on vivrait nous notre vie après ça. Donc voilà, ouais, franchement ça a été un vrai succès pour moi, je l'ai lu en 24 heures. Donc tout ça pour vous dire que vraiment, allez-y, c'est une très très belle histoire. Après ça, toujours avec mon abonnement Kindle, j'ai lu le tome 1 de Florida Security, Dernière chance de Olivia Regal et Tamara Baliana. Bon, Tamara Baliana, encore une fois, voilà, c'est ça qui m'a intriguée. Il était dans mon abonnement Kindle, difficile de résister. Cette fois-ci pourtant ça n'a pas trop fait. Tout simplement parce que j'ai trouvé que voilà, c'est typiquement une histoire qui pour moi va beaucoup trop vite. Si vous voulez, il y a eu c'était pas vraisemblable pour moi. Et j'ai eu un peu du mal à m'attacher au personnage parce que du coup j'avais l'impression qu'il y avait un manque de background si vous voulez. On se retrouve avec des agents de sécurité, enfin un peu plus que des agents de sécurité qui vont essayer d'infiltrer, en fait de faire partie d'une mission un peu, pas gouvernementale mais presque, et qui vont se rapprocher d'un mafieux. Et en fait, il y a une nana qui est un peu prisonnière de ce mafieux. Et ils vont
l'a délivré. Enfin, il y a tout un truc, j'ai eu un petit peu du mal, je trouvais que c'était un petit peu trop peut-être américanisé, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai juste eu du mal à adhérer au personnage et le fait est que ça se passe tellement vite. Voilà, bon, de fait, je l'ai lu, je l'ai dévoré encore une fois, mais là, voilà, j'ai juste pas accroché. J'ai trouvé que c'était pas vraisemblable. Et c'est très dommage, mais voilà. Après, je n'ai pas su dire, effectivement, c'est écrit à quatre mains, on dirait pas, parce que c'est écrit de manière très fluide, il n'y a pas de différenciation entre les deux narrations, s'il y en a. Parce que je crois que c'est écrit un chapitre après l'autre, enfin, une écrit un chapitre, l'autre fait le suivant. Mais c'est écrit de manière très très fluide, mais c'est juste que, voilà, c'était trop rapide pour moi et peut-être pas assez creusé au niveau du background des personnages. Ça arrive. Passons maintenant à une lecture que j'ai mis du temps à lire, du temps. J'ai ramé, mais j'ai ramé de fou avec. Mais une fois que j'étais lancée, je pouvais plus le lâcher. Donc j'ai dû ramer sur les 150 premières pages au moins. Et après j'ai fait, allez c'est bon, on y est, je veux savoir la suite, j'étais à fond. Il s'agit de Ce que murmure le vent de Amy Harmon, donc ça c'est l'édition aussi Françoisière. Il s'agit du livre que je vous ai mentionné dans la vidéo bilan lecture, enfin dans le mois de septembre, où je vous parlais effectivement de l'Irlande. En fait, quand j'ai écouté le tome 7 des 7 sœurs qui parlait de l'Irlande, je venais de lire celui-ci. Et en fait, je l'ai trouvé beaucoup plus documenté que les 7 sœurs. Et je l'ai vraiment, franchement, beaucoup apprécié. Donc si vous n'avez pas fait le lien, et si vous connaissez un petit peu, c'est l'auteur en fait qui a écrit Nos faces cachées, qui a été un grand succès chez la collection R. Et d'ailleurs j'ai analysé pour mon master, pour mon mémoire à une époque. Petit souvenir. Mais en fait voilà, c'est un récit qui est très très bien écrit, qui au départ est lent parce que ce n'est pas un récit qui est fait pour aller vite. Mais qui, une fois qu'on est pris dedans, je crois que c'est la magie de l'Irlande en fait, ça vous embarque. On a une femme, Anne, qui a grandi avec son grand-père, elle a eu plus ses parents, elle a grandi avec son grand-père, Owen, ça s'écrit E-O-I-N, mais ça se dit pas Eowyn. En fait voilà, elle a grandi avec son grand-père et quand il décède, elle va aller déposer ses cendres en fait sur le lac à côté de là où il est né. Et une fois sur la barque, sur le lac, elle va se retrouver en fait plusieurs dizaines d'années en arrière, à l'époque où son grand-père était enfant. Et elle va un peu prendre en fait la place de son arrière-grand-mère, de la mère de son grand-père, et pas jouer la comédie, mais voilà, elle va essayer de s'insérer parce qu'elle elle sait pas quoi faire. Et elle va se retrouver en pleine période en fait si vous voulez, de révolution, de guerre civile irlandaise. Et j'ai énormément apprécié découvrir ce pan de l'histoire que je ne connaissais que très peu, que j'avais très brièvement abordé, il me semble, en cours d'anglais. Donc ça a été une très très chouette découverte de voir, d'être vraiment... Parce qu'en fait, Amy Harmon a vraiment fait le choix de mettre ses personnages au plus proche des acteurs de cette époque-là, notamment avec Collins, qui est un grand acteur de cette période-là. Et en fait, c'est un ami d'un personnage qui est très proche de l'héroïne. Donc ça a été vraiment... On avait l'impression d'être dedans en fait, et ça j'ai trouvé ça génial, en plus de l'histoire d'amour qui m'a fracassée, qui était trop belle, que je voulais absolument voir aboutir, et à la fin j'ai dit à mon mari, j'ai dit non, je veux pas que ça se finisse comme ça. Dieu soit loué, ça ne s'est pas fini comme ça comme je pensais, mais voilà, bref, encore une fois, le début est lent parce qu'il faut vraiment se mettre en place et que ce n'est pas un récit qui est fait pour aller vite, mais qui est fait pour se savourer, mais une fois qu'on est dedans, ah, trop bien. Ce petit côté surnaturel là, ah, trop bien. Non, c'était vraiment génial. Vraiment, je vous le conseille. C'est à la fois historique, à la fois un petit peu surnaturel. Top, top, top. Vraiment, top. Ensuite, je me suis attaquée voilà, à une comédie romantique de Noël, Je te ferai aimer Noël de Caro Emmeline aux éditions HarperCollins. Donc là, typiquement, c'était le genre de truc que j'avais envie de lire, une romance de Noël sans prise de tête, un peu comédie, tout ça. Bref, c'était la tonalité dont j'avais besoin. C'était parfait. Pour ça, c'était parfait. Alors, je dis pas que c'était un coup de cœur. C'était une lecture très plaisante, en fait, où on a une héroïne qui est personal shopper. Donc, en fait, elle fait des cadeaux personnalisés à la demande de ses clients, des gens qui, effectivement, des patrons qui, par exemple, veulent trouver le cadeau idéal pour leurs fiancés, pour leurs enfants. Donc, ils font appel à Andy, qui va, elle, trouver des cadeaux qui correspondent, en fait, à ces personnes-là. C'est son taf, et elle va... cette année-là, être engagée en fait pour toute la période jusqu'à Noël, donc toute la période de l'Avent, pour être chez une famille, la famille Sullivan, et leur faire vivre le meilleur Noël de leur vie. Donc en fait, elle va leur faire revivre la magie de Noël pendant toute cette période-là, avec les passages obligés, les biscuits, les gâteaux, faire le sapin, des choses qu'ils n'ont jamais fait en fait en famille ou qu'ils ne font plus. Et voilà, donc c'est pour les aider vraiment à vivre le plus merveilleux des Noëls.
Sauf que le fils du grand-père, si vous voulez, n'est pas du tout d'accord et puis il trouve cette idée complètement stupide. Donc voilà, c'est entre ces deux-là que ça va se jouer, entre Josh et Andy. Et alors, j'ai bien apprécié cette histoire parce qu'elle prend vraiment tout le temps de l'avant, qu'elle était choupinette, vraiment, voilà, on se pose pas trop de questions, ça se lit bien. Et je crois que j'ai pas grand chose de plus à en dire, sinon que voilà, c'était... on retrouve un petit peu la magie de Noël, les passages obligés, voilà, j'ai trouvé que c'était chou. En plus de ça, on a une petite mention effectivement à, pas quelque part l'acte de charité, mais voilà, Andy est une personne qui fait plus que ce qu'elle laisse paraître au départ, et ça j'ai beaucoup apprécié son côté humble. Et voilà, après bon bah, effectivement ça reste une romance classique qui se lit bien, sans prise de tête, et c'est pas... Voilà, ça fait juste du bien de lire ce genre de choses de temps en temps quoi. Après ça, j'ai lu une autre romance de Noël, il s'agit de We Wish You a Molly Christmas de Carol Cerruti en auto-édition. Cette fois-ci, voilà, j'ai eu, vous allez très vite comprendre pourquoi, en fait, un air de répétition. On a une héroïne, Molly, qui décide, voilà, qui se fait renvoyer de son travail et qui décide de changer en fait d'orientation et qui veut devenir cuisinière. Elle veut se lancer dans la cuisine, elle a des capacités, elle veut se lancer là-dedans et en fait elle va se faire engager par une famille pour leur préparer des petits plats spécialement de Noël jusqu'à Noël. Voilà. Donc voilà, mon impression de répétition elle est là. On a une jeune femme qui se fait engager par une famille, qui va dans cette famille et du coup va tomber amoureuse d'un des fils de cette famille. Du coup c'était un peu désagréable, mais et puis j'ai trouvé que par moments c'était un peu cliché sur la Haute-Savoie. Je suis désolée, j'habite à la frontière avec la Haute-Savoie et la Savoie. Je suis juste à côté, je suis dans l'Ain, et à côté de la Suisse, donc si vous voulez, voilà, je suis assez sensible à ce genre de clichés. Et j'ai juste trouvé ça, ça m'a juste chafouiné, comme dirait une amie à moi. Voilà, c'est juste qu'entre cette impression de répétition et ce côté un peu voilà, cliché, j'ai trouvé ça dommage parce qu'il y a tellement plus de choses à découvrir que le fait que les gens mangent tout le temps de la raclette. Bref, voilà, c'est juste un petit truc comme ça, mais sinon cette romance se lit très facilement et j'ai aimé en fait le caractère de Molly qui va en s'affirmant en fait et elle veut aller au bout de ses rêves et elle va être obligée de choisir quelque part ce qu'elle veut vraiment dans sa vie, son histoire d'amour, son rêve de devenir cuisinière, voilà, et il y a une espèce de concurrence qui s'instaure aussi avec d'autres personnages qui est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est une romance qui se lit très bien, très vite, mais voilà, malheureusement je pense que je ne l'ai juste pas lu au bon moment parce que je l'ai lu à la suite d'une autre qui lui ressemblait quelque part un peu. Donc voilà, c'est juste ça qui est dommage et qui a un peu, je pense, faussé mon regard sur cette lecture. Dommage. On passe à une lecture totalement différente puisqu'il s'agit de Manuel très illustré d'allaitement de Caroline Guillot, donc aux éditions Phi, je crois. Alors en fait, j'ai lu effectivement j'ai feuilleté même ce livre en fait après, je crois, quelques semaines en fait après la naissance de ma fille, quelques jours après. Je me posais beaucoup de questions sur l'allaitement parce que si vous ne le saviez pas, pour votre culture générale, effectivement, quand on fait un premier allaitement, les premières semaines, les 2 à 3 premières semaines, voire jusqu'au premier mois, ça peut être très difficile. C'est douloureux, la mise en place c'est pas évidente et puis on doute beaucoup. Parce qu'effectivement, une tétée se passe bien, l'autre passe mal, enfin voilà. Il y a une mise en place qui doit se faire et qui peut effectivement poser beaucoup de questions et mettre beaucoup de doutes chez la maman. Ce qui a été mon cas parce que j'avais pas de personne, enfin j'aurais voulu avoir la sage-femme tout le temps avec moi pour lui poser des questions et en fait j'ai pris ce manuel pour certaines choses parce que je voulais certaines réponses. Malheureusement en fait je ne les ai pas trouvées parce que j'avais peut-être besoin de quelque chose de plus spécifique, mais ce livre est très très bien fait, sauf qu'effectivement là encore en fait j'avais déjà quelque part toutes les informations qui étaient présentes dedans, ce que j'ai trouvé un peu dommage parce que du coup il ne m'a pas profité, c'est pour ça que je l'ai revendu. Parce que je pense qu'il profitera à quelqu'un d'autre qui peut-être aura pu le lire, le feuilleter avant l'accouchement, avant de commencer son allaitement. Parce que pour moi, du coup, il était devenu un peu quelque part caduque. Mais c'est un livre qui est très bien fait, les illustrations sont très très chouettes, il est très aéré comme livre et globalement assez complet. En tout cas, pour une première mise en place de l'allaitement, c'est hyper intéressant. Et j'ajouterais qu'avec ce livre-là, on peut ajouter ce que j'ai découvert aussi, le groupe de la Leche League sur Facebook, qui est hyper sympa pour poser des questions ou en tout cas voilà, découvrir ce que les autres mamans ont pu poser comme questions et obtenir les réponses dont on a besoin et le soutien de beaucoup de mamans allaitantes ou qui ont allaité, même de professionnels. Donc ça c'est vraiment très très chouette, mais c'est un livre que je vous recommande si vous êtes intéressé par l'allaitement parce qu'il est assez complet et on y parle de pas mal de sujets qui recouvrent en fait, allant de l'allaitement lui-même, des douleurs, de comment faire avec les appareils, avec des jumeaux, et puis quelques petites illustrations à la fin sur des situations qui peuvent se passer effectivement sur les clichés de l'allaitement.
Donc pour ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Et maintenant, 2 avis en un. J'ai lu les tomes 1 et 2 de Pour l'amour d'un Highlander de Eulalie Lombard en auto-édition. Alors en fait j'ai voulu découvrir le tome 1 pour voir ce que Eulalie avait pu faire comme romance, comme travail en fait. Et j'ai tellement apprécié que j'ai direct enchaîné avec le 2, juste un sourire. Et ce que j'ai énormément apprécié, et ce qui est très étonnant, c'est que ce sont des livres qui ont des scènes osées dedans. Elles ne m'ont pas dérangée, je les ai switchées, mais je ne les ai pas trouvées pesantes en fait, voilà, il y a tout un travail qui est fait autour. Surtout dans la psychologie des personnages, et c'est ça que j'ai énormément apprécié. On a le contexte historique, mais on a des personnages qui évoluent dans les 2 cas, des femmes qui sont fortes chacune à leur manière et qui vont devoir quelque part conquérir leur place, voilà, et des garçons aussi, enfin des hommes en face qui doivent apprendre à décoder les messages, doivent apprendre aussi à faire face à une charge qu'ils n'auraient pas pensé avoir si vite, la charge de Laird. Et waouh, juste j'ai vraiment énormément apprécié, donc je peux vraiment que vous les conseiller toutes les 2. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, sinon que c'est juste un très très bon moment de lecture et de très belles romances à découvrir. Et si comme moi vous n'aimez pas les scènes osées, ben, vous les switchez normalement, enfin en tout cas pour moi elles ne m'ont pas pesé. Des fois je trouvais que c'était un petit peu trop, mais j'étais tellement happée par le côté psychologique des personnages que ça ne m'a pas dérangé. Donc à bon entendeur, salut. Ensuite, place à une lecture que j'avais vraiment envie de faire pour de multiples raisons en fait. Il s'agit de Sainte Marguerite Marie et moi de Clémentine Beauvais aux éditions de Emmanuel, donc aux éditions Cassard. J'avais très envie de lire ce livre parce que c'est une sainte que je connais peu, parce que Clémentine Beauvais n'est pas dans le cercle, enfin elle n'est pas, elle-même elle me le dit, elle n'est pas dans dans ce cercle catholique quelque part. Et du coup, je voulais absolument voir le regard qu'elle pouvait avoir sur cette sainte, quel était son parcours avec elle, comment elle avait construit son livre. Enfin, voilà, j'étais très curieuse de voir cette immersion quelque part et ce parcours de cette découverte de cette femme avec cette sainte. Et parce qu'effectivement, je suis hyper fan des livres de chez Cassard, voilà, des éditions d'Emmanuel. J'ai l'impression que ça match à tous les livres, donc c'est incroyable. Donc, bah évidemment, je l'ai énormément apprécié, je l'ai lu très vite, je l'ai énormément, mais vraiment beaucoup apprécié parce que j'ai eu l'impression à la fois de lire un espèce de journal intime où Clémentine Beauvais nous parle en fait de sa découverte en fait de cette sainte qui fait partie de sa famille et dont elle a toujours entendu parler sans vraiment savoir qui c'était. Et elle va partir à sa rencontre et découvrir que c'est une sainte en fait relativement complexe. Voilà, elles vont se rencontrer quelque part les 2. Et j'ai trouvé ce voyage, parce qu'en plus elle va voyager de bien des manières pour aller sur les lieux où elle a vécu, dans sa famille quelque part aussi, voilà, pour aller à la rencontre de cette sainte. Et je l'ai trouvé vraiment très sympa, parce que du coup on découvre un petit peu le voyage de Clémentine Beauvais, mais aussi on découvre Sainte Marguerite Marie Alacoque de manière différente. C'est une sainte effectivement qui a eu des visions en fait de Jésus et de son Sacré-Cœur, qui brûle pour nous. Et effectivement c'est une sainte qui est assez compliquée à comprendre parce qu'elle est pas doulouriste, mais voilà, elle a un penchant pour la douleur qui est assez particulier et qui est même dans le milieu catholique difficile à comprendre. Donc voilà, Clémentine Beauvais a essayé aussi de le comprendre et elle l'a fait à sa manière. Et son parcours en fait avec cette sainte est vraiment hyper intéressant et je pense que du coup il nous invite aussi à revoir quelque part nos rapports au sein et à comment on vit tout ça. Donc c'était vraiment une très chouette découverte que je peux vraiment que vous conseiller, que vous soyez catho ou pas catho, parce que c'est rafraîchissant, vraiment. Ensuite, retour à une romance de Noël. J'ai lu Comment j'ai boycotté Noël et survécu à l'Alaska de Julia Knoll, donc je crois que c'est aussi chez HQN. Donc effectivement j'étais en recherche de lecture de Noël, voilà, j'ai dévoré cette histoire qui était plutôt intéressante puisque cette fois-ci en fait on a une héroïne qui va absolument fuir Noël, et qui se dit voilà non c'est pas pour moi, et en fait elle va aller s'enfermer dans un poste en Alaska et découvrir une communauté très proche, très aimante, et elle va petit à petit s'intégrer en fait avec des groupes qu'elle aurait jamais pensé avoir, et aussi elle va faire la connaissance en fait d'un homme qui fait une espèce d'ours mal léché de là-bas, et en fait elle va tomber amoureuse petit à petit. Donc voilà, tout simplement c'est une histoire, je dirais pas cliché, mais ça fait un peu c'est du déjà vu quelque part, c'est du classique, mais ça m'a fait plaisir de la lire et j'ai apprécié, j'ai trouvé que c'était assez drôle, que c'était tendre, que c'était voilà, c'était à la fois dynamique, drôle, tendre, tout ça, et ça m'a rappelé si vous voulez un petit peu le film de La Proposition quelque part, voilà, dans certains aspects, et j'avoue que j'ai un gros crush sur ce film.
Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette ambiance. Et puis je trouvais que c'était une lecture très très chouette à faire en période de Noël, un peu téléfilm de Noël comme ça. Voilà, c'est effectivement. Encore une fois, c'est une sorte de classique, mais des fois ça fait du bien. Passons maintenant, vous l'avez vu, voilà un autre livre en fait des éditions Cassard, donc des éditions d'Emmanuel. Ça cette fois-ci c'est un service presse, donc j'étais très très heureuse de le recevoir parce que voilà, encore une fois je suis très très fan des livres de chez Cassard. Et donc voilà, c'est La Grande Aventure paroissiale du Père Jean-Michel de Hervé Rabec. Et encore une fois, c'est une histoire que j'ai lue très très vite, mais que j'ai beaucoup appréciée pour le renouveau en fait qu'elle propose. On a le Père Jean-Michel, voilà, qui il est au bord du burn-out, il a 60 ans, il en a marre. Il va se confier à son évêque et en fait son évêque va lui dire bah voilà, en fait on va essayer de faire une refonte des paroisses, ça va être difficile, mais avec d'autres prêtres on va aller chercher des idées outre-Atlantique. Et voilà, les voilà partis pour un voyage et pour essayer de en fait, faire pas le ménage, mais de passer un grand coup d'Esprit Saint en fait sur tout ça et de faire fleurir de nouvelles initiatives dans des paroisses qui quelque part s'enlisent et qui sont de plus en plus difficiles à gérer pour des prêtres parce qu'il y a de plus en plus de clochers, de moins en moins d'aide. Et tout le monde se tire dans les pattes, donc voilà. Et en fait, ce livre, voilà, cette grande aventure paroissiale m'a énormément parlé. On parle de petits groupes fraternels, on parle d'aller voir les gens, d'inviter les gens à faire des choses sans les forcer, sans rien, mais peut-être de changer notre regard sur la manière dont on vit en paroisse et avec les autres. Et ça, j'ai trouvé vraiment très très chouette. J'ai aimé la place de chaque prêtre, de l'évêque aussi, et du dialogue qui s'instaurait en fait. Et pour ça, c'était vraiment chouette. Et on voit vraiment quand même qu'il y a des réticences. Et je pense que dans toutes les paroisses, et je me comprends là-dedans, il y aurait énormément de réticences à proposer un projet fou comme ça. Question de dire, on va tout repenser. Tu te calmes et tu me laisses mon service comme il est. Donc voilà, je le comprends tout à fait, mais ce livre est à la fois hyper pertinent et hyper novateur et il donne plein d'idées en fait sur ce qu'on pourrait vivre nous-mêmes en paroisse et quelles initiatives on pourrait avoir nous-mêmes aussi pour relancer un peu cette dynamique par chez nous quoi. Donc c'est vraiment un livre que je conseille pour tout le monde en fait parce qu'il est vraiment frais lui aussi, c'est trop bien. Après ça, j'ai lu une autre comédie romantique. Il s'agit du jour où ma vie a vraiment dérapé de Eve Borelli. Je crois que c'est aussi chez HQM. Voilà, cette comédie a été vraiment bizarre. Elle se passe dans un zoo et j'ai trouvé le contexte vraiment sympa, mais c'était abracadabrant pour moi. J'ai pas accroché, j'ai trouvé que c'était trop... pas trop cliché, mais trop gros en fait. Puis même, ça, je veux dire, c'est hyper rapide et ça pour moi, l'histoire d'amour, elle a un peu aucun sens, elle surgit comme ça dedans. Enfin, c'était pour moi, ça a pas matché. J'ai eu du mal avec l'héroïne, j'ai eu du mal avec peut-être l'histoire en elle-même, même si c'était assez intéressant. C'est juste que voilà, j'ai pas du tout été convaincue. Voilà, c'est exactement le terme. Je n'ai pas du tout été convaincue par l'histoire et ça, malheureusement, ça arrive. La narration était assez fluide, c'était assez dynamique, mais juste le scénario, je crois, et l'héroïne ne m'ont pas du tout convaincue. Tant pis, ça arrive. Est-ce que je suis en train d'essayer d'accélérer le rythme pour ne pas trop tarder? Oui, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais la luminosité a déjà changé. J'ai dû mettre l'anneau lumineux parce que ça dure trop longtemps. Voilà, voilà. J'ai ensuite lu une lecture spirituelle, donc Il nous bouffe du Père Jean-Baptiste Bienvenu, aux éditions Artege. Donc c'est un guide pratique pour se libérer des écrans. Alors j'y travaille encore, c'est une question effectivement qui se pose assez souvent chez moi, enfin voilà, j'ai l'impression de me laisser un peu bouffer. Un peu moins ces temps-ci avec notre fille parce que voilà, je suis plus occupée à m'occuper d'elle et c'est très chouette justement d'être avec elle et de me dire bah voilà, reste dans le maintenant, t'occupe pas des écrans, mais c'est vrai que voilà, je les laisse quand même un petit peu trop faire, prendre leur place dans ma vie. Et ce guide a été vraiment pas mal pour me poser des bonnes questions, pour réfléchir sur la temporalité de l'homme en dehors des écrans et qu'est-ce qu'on veut en faire effectivement et donner des pistes en fait pour se débarrasser des écrans. Par exemple maintenant en fait je n'utilise plus mon téléphone dans notre chambre et passé 21h que je sois dans notre chambre ou non, je n'utilise plus le téléphone. En tout cas j'enlève les données wifi comme ça si quelqu'un veut m'appeler, je me dis toujours voilà si, enfin généralement c'est pour une urgence qu'on utilise le téléphone normal donc voilà. Mais sinon effectivement je n'utilise plus internet même pour aller chercher, pour avoir une réponse à une question. Parce que je me dis que voilà, j'ai eu assez et généralement je ne rouvre qu'après 8h du matin, ce qui me fait une bonne pause sans. Et voilà, c'est ce livre qui m'a aidé effectivement à prendre l'impulsion et à réfléchir de manière spirituelle aussi sur quelle place les écrans avaient dans ma vie, quel usage je voulais en avoir et vraiment je voulais qu'il reste un outil. La seule chose que j'ai à redire, c'est que par exemple, alors ce livre est très bien parce qu'il est vraiment pas très long, vous voyez, il est tout petit.
Et à la fin de chaque chapitre, en fait, on a la possibilité de répondre à soit des questionnaires, soit de faire le point, vous voyez, des petits questionnaires, ou de répondre effectivement à des questions. Le seul truc, c'est que parfois, en fait, il y avait la proposition d'aller voir une vidéo sur internet, et moi j'étais là, non, mais en fait, le but, c'est que je réfléchisse sans aller voir un support sur un écran. Donc c'est la seule chose que j'ai trouvé un petit peu dommage, mais au-delà de ça, j'ai trouvé que c'était des références très récentes, avec aussi des références de la Bible, donc tout était très bien présenté pour que ça soit percutant et concis. Donc je vous le conseille vraiment, parce que c'est vrai que voilà, on se laisse très facilement envahir par les écrans actuellement. Après ça, une autre petite lecture de fiction bien sympa. Il s'agit de L'école des mamans heureuses de Sophie Horvat dans la collection Piment. Donc je m'étais dit vraiment, peut-être que ce livre me fera du bien en fait une fois que je serai maman, parce que je savais pas du tout, je m'étais dit ça se trouve ça sera la catastrophe. Alors c'est pas du tout la catastrophe, mais ce livre m'a quand même fait énormément de bien. Je l'ai trouvé très chouette. Il est assez court, mais en fait voilà, on suit Garance, qui est une jeune maman qui est toute seule, qui élève son fils et qui s'est un peu perdue en fait par rapport à son fils. Elle s'est consacrée entièrement à son fils, et qu'est-ce qu'elle va... voilà, elle va se retrouver dans cette école des mamans pour vraiment reprendre pied. Elle va rencontrer d'autres mamans qui sont aussi un peu... voilà, qui ont chacune leur parcours, chacune leur famille, leur modalité. On en a une qui a 3 enfants, qui est avec son mari, ça se passe pas bien. Bref, il y a plein de choses, et en fait chacune va apporter dans cette école, et même chacun, parce qu'il va y avoir un papa qui va se joindre à elle aussi, et ça va donner des séances très sympathiques, une amitié qui va se nouer, pas évidente parfois avec des accrochages, et qui est vraiment voilà, mais un lien qui se tisse et qui invite vraiment à se recentrer sur soi, parce que être maman c'est aussi être femme, comme être papa c'est aussi être homme, mais c'est ne pas ne faire qu'on soit que maman quelque part. Et il y a eu des phrases très percutantes que j'ai trouvé très belle sur comment effectivement, enfin sur considérer la maternité, la paternité, et sur comment être femme avec ça. Bref, voilà, tout ça pour dire que c'était une très chouette lecture, un roman pas très long mais qui se lit vraiment facilement et qui fait du bien, avec des phrases que j'ai presque eu envie de surligner. Je ne l'ai pas fait, mais c'est possible qu'à l'avenir je revienne dedans juste pour les retrouver, parce qu'elles me parlent et elles me font du bien. Parlons maintenant d'une lecture contemporaine qui est classée, je crois, comme romance, mais qui en fait ne l'a pas vraiment été pour moi. Je l'ai lu vraiment sans a priori, juste pour me dire, bon, essayons. Il s'agit du Parfum de la tendresse d'Alice Quinn aux éditions Alliage. Et en fait, ça a été une très chouette lecture. Assez longue, parce qu'il me semble qu'il fait 500 pages. Donc il faut prendre son temps en fait pour le découvrir. Mais on fait la connaissance de Joe, qui est un homme qui a une cinquantaine d'années au moins, presque 60 il me semble, et en fait est professeur, et quelqu'un de foncièrement gentil, mais vraiment très gentil, qui parle pas beaucoup. Sauf, enfin, il est enseignant, donc voilà, mais en dehors de ça, il n'y a pas beaucoup de contacts, pas de vrais amis. Voilà, mais qui est d'une gentillesse à toute épreuve, et en fait voilà, les malheurs vont s'abattre sur lui. Il va perdre sa femme, sa fille va se fâcher avec lui, il n'a pas le droit de voir son petit-fils, mais il continue à rester gentil avec tout le monde, et en fait il y a d'autres mouvements qui vont faire qu'il va se retrouver avec son petit-fils à devoir vivre avec lui, et avec ça il va se retrouver avec une voisine un peu atypique, qui va amener un petit peu son grain de sel dans leur vie. Et ça a donné un livre que j'ai trouvé très touchant, très tendre effectivement, à la fois révoltant aussi parfois, parce que effectivement tous ces retournements de situation, ces problèmes de vie ne peuvent que nous énerver, parce qu'on sait en fait la justice qu'il y a dans le cœur de cet homme, et ça se passe pas forcément comme ça, et chez d'autres personnages aussi. Et c'est à la fois une histoire qui parle de cet homme, et ça parle aussi de d'autres destinées, de fils qui se croisent, et comment on peut se faire du bien les uns aux autres effectivement en appréciant peut-être la juste valeur de chacun. Donc c'est un livre que je vous conseille, parce qu'il est très beau, et la conclusion par l'auteur était vraiment très chouette à la fin. Il parle énormément de sujets d'actualité et de sujets vraiment très touchants. C'est une très belle histoire que je vous conseille vraiment, qui est, je crois, presque intemporelle quelque part. En octobre aussi, je n'ai pas résisté, j'ai acheté et lu tout de suite le dernier livre de Gilles Le Gardinier, Mardi soir 19h, chez Flammarion. Alors c'est un livre que voilà, je suis très fan de ce que fait Gilles Le Gardinier, c'est un de mes auteurs préférés. Mais celui-ci, voilà, c'est un livre qui m'a parlé plus que les autres, notamment dans les interrogations que se pose l'héroïne, Eileen. Ça m'a rejoint dans ce que j'avais pu me poser comme question, effectivement, peut-être à une période de ma vie. On a une jeune femme qui se rend compte qu'elle a perdu en fait ses rêves d'enfant, qu'elle a plus de réelle aspiration,
Et en fait, elle va un peu faire le ménage dans tout, y compris dans sa relation amoureuse, et chercher vraiment ce qu'elle souhaite, cette flamme en elle en fait, et même dans son travail. Et voilà, elle va, ce nouveau rendez-vous auquel elle va quelque part se souscrire, elle va à un cours de gym. C'est pas vraiment de la gym, enfin c'est un rendez-vous à la spéciale au gymnase. Mardi soir, tous les mardis soirs à 19h, elle va faire de nouvelles rencontres et ça va redonner du peps dans sa vie. Et c'est un roman qui est à la fois très doux, très lent quelque part, parce qu'il n'y a pas de grandes actions où on n'a pas un personnage qui, comme dans Complètement cramé, part d'un endroit à un autre. Mais on a toute la remise en question de l'héroïne et tout son chemin en fait, et toutes les actions qui quelque part dans son quotidien vont se mettre en place pour que ça vive. Et en fait c'est un roman qui reste très vivant, on s'ennuie pas du tout. Moi encore une fois je l'ai lu très très vite alors qu'il fait, quoi, il fait plus de 400 pages, mais ces 400 pages, vous les voyez pas passer, ou au contraire, vous vous dites, voilà, il me reste encore 200 pages et c'est bon, ça fait du bien. Enfin, moi, c'est typiquement l'effet que les livres de Gilles Le Garnier me font. Plus je les vois longs, plus je suis contente, parce que je me dis, voilà, je vais pouvoir profiter avec cet auteur, et à la fin, je me dis, il y a encore son petit mot à ses lecteurs, et voilà, je retrouve vraiment un auteur très humain, et que ça soit dans ses histoires, ou même dans ce qu'il nous écrit directement d'auteur à lecteur. C'est juste incroyable et ça fait tellement du bien, donc je peux vraiment que vous conseiller parce que il a résonné en moi, il m'a fait beaucoup de bien et je pense que je risque encore de l'offrir à pas mal de monde autour de moi comme j'ai déjà fait avec certains des livres de cet auteur. Parlons maintenant d'un format que je n'ai pas trop l'habitude de lire mais que j'étais ravie de redécouvrir quelque part. Il s'agit d'un livre de contes, donc Le Manège de Noël et autres contes inédits, de Anne Curien et Amandine Van Herth aux éditions Emmanuel Jeunesse, enfin collection jeunesse chez les éditions d'Emmanuel. C'est un livre magnifique avec des illustrations, enfin déjà celui-ci est vraiment sympa. Comme je l'ai dit dans le bilan lecture, enfin dans le book haul, voilà, je vous montre un petit peu dans le book haul, c'est un livre qui est très bien pour les enfants, très jeunesse, mais avec des contes qui sont assez longs. Vous voyez, voilà, on a de très belles illustrations, des grandes illustrations, mais aussi des grandes pages de texte. Donc voilà, je pense que c'est un livre vraiment à lire en famille, souvent avec un adulte qui doit surtout mettre le ton. Et voilà, par exemple, vous avez 4 pages en fait sans images. Donc les enfants peut-être s'y retrouveront un petit peu moins s'ils veulent le lire tout seul, parce qu'il faut déjà avoir un certain niveau de lecture. Mais ce sont des contes avec des très belles morales, des très beaux messages dedans et très jolis, très fraternels. Donc voilà, je peux que vous le conseiller parce que pour moi ça a été un très très chouette moment de lecture et j'ai hâte que ma fille soit plus grande pour pouvoir partager avec elle ce genre de contes quand Noël arrivera et quand la période s'y prêtera. Mais vraiment c'est une très très chouette découverte et je remercie vraiment les éditions de l'Emmanuel pour cette lecture. Avant-dernière lecture, ouf, on arrive enfin au bout. J'ai lu un manga, j'ai essayé une nouvelle série, le premier tome d'une série. J'ai essayé A Sign of Affection de Sue Morishita aux éditions Akata. Donc c'est la même maison d'édition que Perfect World. Et en fait c'est grâce à Perfect World que j'ai pu découvrir en fait A Sign of Affection. Parce qu'ils avaient mis en fait le chapitre 1 en petit fascicule avec le tome 11 ou 12, je sais plus. Et en fait j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est une histoire en fait où c'est une histoire d'amour, donc c'est un shoujo. Avec une héroïne qui est sourde, malentendante. Donc voilà, elle parle la langue des signes et le héros, lui, est tout à fait entendant. Hein, et puis et il va essayer de découvrir cette langue et découvrir comment elle fonctionne. Et ce premier tome est vraiment introductif, mais j'ai beaucoup aimé quand même cette immersion voilà, dans cet univers des malentendants. Donc je suis très curieuse de voir la suite. En plus, encore une fois, je suis très sensible aux dessins et je trouve qu'ils sont vraiment sympas. Et cette idée de vouloir faire quelque part, pas un roman graphique, mais un manga voilà, sur cette déficience sensorielle, ça me parle. Et voilà, j'espère que les 3 prochains tomes qui sont sortis, ou le 4e tome va bientôt sortir, il me semble, seront aussi bien que ce tome 1, parce que ça promet quelque chose de très très joli. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire. Dernière lecture du mois d'octobre. On y arrive. Oui. Il s'agit de Noël au bord de l'eau de Jenny Colgan. Je crois que c'était l'édition Pocket, peut-être que j'ai emprunté, je ne sais plus. Bref, je l'ai aussi emprunté dans l'abonnement Kindle, j'étais bien contente d'ailleurs. Alors, si vous vous souvenez, j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai moyennement apprécié parce que la tonalité de cette série, je la trouve beaucoup plus sombre, beaucoup plus triste ou nette en fait que les tomes précédents et je trouve ça dommage. Parce que j'ai pas retrouvé cette ambiance cocoon, vraiment. J'ai trouvé au contraire ces textes un peu déprimants. En fait, on suit des histoires, voilà, ça se passe pas forcément bien. Et même si pour le couple principal, ça finit généralement par se résoudre, pour l'instant, pour les couples secondaires, ça se passait pas vraiment comme ça.
Le troisième tome m'a quand même réconcilié avec cette série. J'ai bien apprécié, même si effectivement il reste assez triste aussi. Mais cette fois-ci, voilà, je pense que c'était peut-être la tonalité Noël qui a fait que voilà, j'ai trouvé que ce livre était vraiment intéressant et j'ai retrouvé cette note cocoon, cette note bienfaisante, bienveillante de l'auteur. Et ça m'a fait plaisir de le lire. Et il me semble qu'il y a encore un tome aussi sur Noël qui est sorti ou qui va sortir dans pas longtemps. Donc je vais attendre patiemment qu'il sorte aussi en version Kindle, enfin abonnement Kindle peut-être. Et je le lirai avec plaisir. Mais en tout cas, voilà, ce troisième tome m'a réconcilié avec la série. Je suis bien contente d'avoir retrouvé les ambiances vraiment qui me parlent, même si ce tome est difficile. Voilà, on ne se fait pas d'illusions cette fois-ci sur le scénario. Si vous avez lu les 2 premiers tomes, vous savez ce qui va se passer. Mais quelque part, voilà, c'était sous le signe de la réconciliation, de la transmission. Et il était moins, je trouvais moins tristouné celui-là quand même. Il était plus serein quelque part. Donc voilà, j'étais moins frustrée. Ce qui est tant mieux parce que ça me chiffonnait quand même d'être pas très bien avec des livres de Jenny Golgan alors que d'habitude je les aime tous. Voilà, c'est fini. J'ai fini cette vidéo. Donc je suis assez contente parce que globalement je n'ai pas fait plus de 2 minutes 30 au maximum sur les différents bouquins dont je vous ai parlé. Donc ça devrait faire une vidéo qui sera longue, on va pas se le cacher, mais moins longue que ce qu'elle aurait pu être si j'avais si je l'avais découpé. Donc tant mieux. C'est donc la dernière fois que vous voyez ce fond. Je suis désolée, il y a le ring light, enfin, l'anneau lumineux qui permet maintenant que vous soyez à peu près au clair, même si c'est encore très sombre, pardon. Je verrai si je peux arranger ça au montage, sinon bah, vous verrez mes excuses ici. Je vous adresse peut-être d'avance. Je vous retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère vraiment la deuxième moitié de décembre, ça sera un nouveau fond, ou ça sera peut-être similaire, je sais pas, je vous en parlerai. J'ai encore d'autres vidéos à vous présenter, notamment le bilan lecture de novembre. On est encore en novembre, donc normalement je suis à jour. Et le book haul, un peu moins de trucs que la dernière fois, Dieu soit loué. Et voilà, et normalement j'aurai après toutes les acquisitions de Noël, s'il y en a, et toutes ces choses-là. Donc en attendant, je vous souhaite une belle montée vers Noël, même si elle aura déjà bien commencé quand cette vidéo sera postée. N'hésitez pas à me dire s'il y a des lectures qui vous ont intéressé dans ce que je vous ai présenté, si vous les avez lues, si elles vous font envie, enfin voilà, tout ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu aussi pendant le mois d'octobre, si vous avez des coups de cœur, tout ça, ça me fera très plaisir aussi. Et je vous remercie encore une fois d'être là, de continuer à regarder mes vidéos et bienvenue à ceux qui découvrent. Donc voilà, je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non, et je vous fais des gros poutous.